Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va parler dans cette session de la transformation en mode cloud d'un point de vente. Donc comment on va transformer l'expérience utilisateur autour du point de vente. Et quitte à parler de transformation de l'expérience utilisateur, pour ceux qui ne l'ont pas goûté, on a aussi une dégustation de chocolat unique aujourd'hui, presque dans le monde, mais en tout cas en France, sur un chocolat chaud qui est sans lait. Donc n'hésitez pas à demander, François se fera une joie de vous faire goûter ça si vous en avez besoin. Je m'appelle Mathieu, je suis au marketing cloud chez Link-by-Net. Et puis Sébastien qui m'accompagne est architecte aussi dans Link-by-Net. Donc on va vous parler de ce use case qui a été fait pour un de nos clients et sur lequel on l'a accompagné sur justement cette transformation autour de l'expérience utilisateur par rapport au point de vente. Alors si on veut cadrer un petit peu, c'est vrai que j'ai la zapette, si on veut cadrer le projet en fait concerne un client aujourd'hui qui voulait vraiment digitaliser complètement l'expérience utilisateur qu'il voulait fournir à ses clients. Cette entreprise, c'est une entreprise qui fait dans les services de vie et puis la restauration collective. Et clairement, il avait envie de changer complètement la manière dont les utilisateurs pouvaient consommer purement la nourriture, commander, s'approvisionner et se mettre à l'heure du digital. Pour ce faire, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il avait déterminés. Le premier objectif, c'était celui de moderniser son image de marque. On va le voir juste après sur l'expérience actuelle. Enfin, tous, on a été dans des cantines de restauration collective. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus moderne, de ce qu'il y a de plus sexy. Et pourtant, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, hein, des dashbox et autres, sur lesquels vous avez des applications smartphone, où vous pouvez commander votre déjeuner, vous le recevez automatiquement. Et c'est d'une simplicité juste extraordinaire. Rien à voir avec le fait d'aller dans une cantine de restauration collective. Donc ça, c'est une véritable image de marque à modifier pour être capable de monter en gamme. Deuxième objectif, celui d'augmenter ses parts de marché. Forcément, avec des acteurs qui sont purement digitaux, il y a des parts de marché en moins. Il y a toute une frange de la population qui préfère commander sur le téléphone, recevoir au bureau, plutôt que se déplacer dans les points de restauration collective. Donc en se digitalisant, l'objectif c'est aussi d'aller chercher des parts de marché. Troisième objectif, être capable de consolider des données utiles autour des points de vente et puis également autour des coûts que représentent ces points de restauration collectifs. Typiquement, quand vous avez des dizaines de points de restauration dans une même ville inter-entreprise, que vous avez ça dans différents pays en Europe ou bien côté Amérique, au bout d'un moment, vous voudriez bien être capable de consolider les données pour être capable de tracer des tendances, des typologies d'utilisation, être capable de fournir des services à valeur ajoutée ensuite à votre client pour lui proposer soit des mets différents, soit un modèle de consommation différent, soit des offres promotionnelles pour être capable de le fidéliser. Mais ça nécessite des informations. Et les informations, aujourd'hui, sur des points de vente traditionnels, vous ne les avez pas. Le dernier objectif, c'était d'être capable de rationaliser également les coûts d'opération. Quand on est encore sur de l'informatique traditionnelle, avec une caisse enregistreuse qui est en local, il y a forcément, lors de chaque déploiement d'un point de restauration collectif, des coûts inhérents qui sont importants, d'entretien, d'acquisition de matériel, de gestion des applications qui tournent derrière pour consolider l'information, sans compter le temps passé à réceptionner peut-être, je dis ça comme ça, des fichiers Excel qui sortent de la caisse avec un listing de personnes, un relevé de consommation, les coûts d'opération qui sont derrière, et après vous consolidez tout ça à la main. Est-ce que ça pourrait pas être automatisé, digitalisé un petit peu tout ça ? Ça faisait partie des objectifs de l'entreprise. Si on trace le constat de cette entreprise avant qu'elle intervienne sur cette volonté de transformer le point de vente, l'expérience utilisateur, c'est un peu celle-ci. Donc on imagine bien, vous dites tiens j'ai faim, je vais éviter la lumière, je vais aller dans mon restaurant inter-entreprise. À quelle heure il est ? Ah ouais mais là il y a du monde. Voilà, je vais attendre un peu parce que sinon ça va être la queue.
Et qu'est-ce que je vais manger? Je le verrai que sur place, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a. Je sais qu'il y a toujours le pôle steak frites, hein, ça c'est bon, il est toujours là. Mais du coup, je ne peux pas anticiper. Je me sens tributaire de l'affluence, et puis je subis un peu l'expérience. Ce serait tellement plus simple de sortir mon téléphone ou de me connecter sur ma petite application, de choisir mon menu en scrollant, de le commander, j'ai déjà mon compte prépayé, je suis livré, je suis tranquille. J'ai pas cette expérience-là aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voulait transformer. Et la volonté de transformation, c'est pour obtenir ça. Être capable d'avoir une expérience utilisateur similaire, que ce soit sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, que ce soit même sur le point de vente lui-même, pour être capable de commander sur les tablettes comme ça se fait chez certains aujourd'hui dans tout ce qui est junk food. Mais au moins, j'ai une expérience qui est complètement différente. Et surtout derrière, je suis capable d'avoir toutes les informations consolidées de statistiques d'utilisation, les plats les plus consommés, les heures à laquelle c'est commandé, d'être capable de tracer où sont mes utilisateurs potentiellement quand ils commandent, est-ce qu'ils sont plus en bureau, est-ce qu'ils sont plus en mobilité, et derrière de sortir des tendances qui vont me permettre vraiment de faire un peu de BI et puis d'apporter des éléments pertinents au consommateur final. Ça, c'est tout l'enjeu de cette transformation du point de vente. Ça nécessite, vous vous en doutez bien, un certain nombre d'enjeux derrière ça. Parce que c'est bien de se dire, j'ai une vision, je veux digitaliser complètement l'expérience utilisateur de la commande autour de mon point de vente. Mais néanmoins, pour cette entreprise, il y avait un premier enjeu autour de la scalabilité. Ce premier enjeu, j'ai plus de 80 000 restaurants à terme à regrouper sur une même infrastructure, sur les mêmes applications pour consolider l'ensemble de mes données utilisateurs, l'ensemble de mes paiements, parce que j'ai aussi du transactionnel forcément qui va passer derrière ça, l'ensemble également des informations liées à ma gestion de stock, ma consolidation, etc., qui va remonter par le système. Et mes 80 000 restaurants équipés, c'est aux alentours de 3 ans. Donc c'est pas une mince affaire, il faut être capable de le gérer. Et si je le fais en mode à la papa, ça va me prendre un peu de temps. Deuxième enjeu, être capable... T'hésites pas Sébastien, hein, si tu veux intervenir. De toute façon, il n'y a qu'un micro, donc on fera... C'était être capable de gérer les pics de trafic. C'est rare quand quelqu'un commande la veille pour le lendemain ce qu'il veut manger. Enfin, je sais pas vous, mais la plupart allaient vers 11h. Hein, pour les plus tôt, à 10h30, commence déjà à penser qu'est-ce que je vais manger, tout ça. Mais allez, entre 11h et 11h30, c'est là où on va avoir une influence sur les pics de commande. Et du coup, il faut être capable de gérer ce trafic-là. Il faut avoir une informatique, des applications derrière qui sont assez élastiques pour absorber une multiplicité de commandes dans un laps de temps aussi réduit. Et donc, il faut une infrastructure qui soit capable de tenir la route derrière pour l'absorber. La partie time to market, c'était aussi un de leurs challenges. On parlait de la compétition tout à l'heure. Quand vous avez des acteurs qui sont des acteurs purement digitaux, qui sont prêts finalement à pouvoir déployer de nouvelles fonctionnalités en quelques jours, heures, et les mettre à disposition de leurs consommateurs, vous, quand vous êtes sur une méthodologie beaucoup plus traditionnelle, finalement, il y a aussi un retard d'image, il y a un retard technologique qui est très important. Et la volonté du client, c'était d'être capable de déployer de nouvelles fonctionnalités, des préconisations utilisateurs, des offres promotionnelles, dans un laps de temps extrêmement réduit, pour là aussi montrer à la fois un dynamisme en termes d'image, mais aussi d'être capable de fidéliser le consommateur, qu'il continue à s'approvisionner au travers de la même marque. Et donc, derrière ça, il y a forcément une infrastructure qui permet d'être extrêmement rapide dans la création des nouveaux services, dans le déploiement des nouveaux services, dans la mise à disposition de ces services-là. Dernier challenge, c'est la dimension internationale. Parce que oui, les 80 000 restaurants, ils ne sont pas juste en France. Ils sont partout en Europe et ils sont également partout en Amérique. Et donc, la dimension géographique prend tout son sens aussi quand on a besoin de consolider l'ensemble du système d'information pour être capable de dégager les éléments qui sont au-dessus. Et ce que voulait le client, c'est que l'ensemble de ces points de vente soient connectés autour de 2 gros hubs IT,
un en Amérique et un en Europe. Consolider l'ensemble de ces informations à ce niveau géographique. Et donc vous imaginez bien évidemment derrière ça la somme de données qu'il y a à traiter, les pics de données qui sont également chargés sur l'ensemble de ces pays-là à peu près au même moment, parce que finalement, en termes de fuseau horaire, on va être sur 3-4 heures de différence. Donc il y a beaucoup d'enjeux métiers derrière ça, qui se déclinent en enjeux informatiques, en enjeux techniques. Et donc il fallait être capable de les aborder. Quelque chose à rajouter, Seb ? Quel était l'écosystème impacté autour de la transformation de ce point de vente-là ? Autour de la digitalisation du point de vente, le premier demandeur, c'est la business unit qui crée justement, enfin qui gère en tout cas toute la partie restaurant inter-entreprise, parce que ce sont eux les demandeurs, c'est le métier. Ils ont besoin, c'est eux qui sont à l'origine de ce besoin de transformation. C'est leur cahier des charges, c'est leur vision. Simplement, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Au sein de la structure de l'entreprise, ils doivent s'adresser à une IT qui a une IT centralisée, qui doit leur délivrer ce service-là. Et donc, qui, elle aussi, doit être à même de proposer ce catalogue de services, ces fonctionnalités qui vont répondre aux besoins. Et en plus, le besoin de la business unit, c'est d'avoir un catalogue de services prêt à l'emploi, que ce soit simple à utiliser, facile. C'est pas leur business, la partie IT, hein, la technologie, comment je développe, c'est quoi le langage qui est derrière, etc., sur quoi ça tourne. Pas leur problème. Ils ont un besoin fonctionnel à adresser, il faut que l'IT soit capable de comprendre ce besoin-là. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui ont été impactés, et notamment Amazon, sur toute la partie infrastructure. C'est-à-dire que l'ensemble des besoins IT qui sont derrière ça, le cahier des charges a été complètement répondu par l'ensemble des services et des fonctionnalités Amazon Web Services. L'agence qui s'appelle Wind a géré le développement de toute la plateforme web, et a intégré la plateforme web qui a permis justement de créer tout l'interface utilisateur de commandes, de gestion du catalogue, etc., le back-office qui va derrière. Et puis le dernier acteur, c'était Link by Net, qui est intervenu en termes de consulting, à la fois pour le dimensionnement de l'infrastructure Amazon, qui permettait de répondre aux besoins fonctionnels, et puis ensuite toute la partie gestion de la plateforme au quotidien, toute la partie gestion opérationnelle. Donc on a finalement, autour d'un même enjeu, la digitalisation d'un point de vente, un écosystème de 5 partenaires qui doivent travailler ensemble pour contribuer vraiment à un succès qui va être mesuré au travers du taux d'adoption des utilisateurs finaux et du taux de satisfaction des utilisateurs finaux. Et il faut que l'ensemble de cet écosystème travaille ensemble. C'est bon, Seb ? La solution métier, je fais juste celle-là et puis je te laisserai la place sur la partie solution technique. La solution métier qui a été imaginée, c'est donc celle-ci. On a dit on va transformer l'expérience utilisateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un premier temps, ce que l'on veut, c'est que l'utilisateur soit capable, omni-device, d'accéder à une application qui lui permet de sélectionner le repas qu'il va prendre, de le précommander, de le prépayer s'il le veut, et puis de le confirmer et entièrement en ligne. Ce qui veut dire qu'il peut être dans une réunion où il s'ennuie un peu, il a faim, il commence à commander. Il peut être juste sur la route et puis il se dit « Tiens, je m'arrête, je prends juste 30 secondes, j'en ai assez, au moins quand j'arrive au bureau, j'ai mon repas qui sera prêt. » Voilà, il peut être n'importe où. Une fois qu'il a un accès Internet, il est capable de commander et il le fait simplement. Derrière ça, le restaurant reçoit la commande, le RIE local où il va avoir, où l'utilisateur final va aller prendre sa commande. Il reçoit la commande pour être capable de commencer la préparation et que ce soit dans son listing d'éléments à prévoir. L'utilisateur, lui, pour être certain, il va recevoir sur son téléphone mobile un QR code qui va lui permettre de s'identifier. Et surtout, on va le voir par la suite, de présenter ce QR code pour être capable de retirer sa commande. Jusque-là, on n'a rien de compliqué en termes d'expérience utilisateur, hein, et c'est entièrement digital.
Donc le restaurant, lui, bien évidemment, une fois qu'il a reçu la commande, commence la préparation, que ce soit à consommer sur place ou que ce soit en mode take-out. Tout est préparé. L'utilisateur, tranquillou, il arrive sur son point de vente, il sort son téléphone, il monte le QR code, on lui donne la commande qu'il a passée, et puis il peut après aller la consommer où il veut. Et la partie qui est intéressante pour lui, c'est que derrière, on va être capable de lui proposer également des analyses fiables. Ça peut être sur, imaginons demain, le nombre de calories qu'il prend en moyenne par repas. Est-ce que c'est équilibré ou pas la manière dont il mange? Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a des tendances dans la semaine où il mange un peu plus gras? Enfin, j'en sais rien, on peut imaginer plein de trucs, mais en tout cas, des données qui pourraient lui être pertinentes en termes de consommation, d'hygiène de vie, et qui vont lui donner également un intérêt pertinent sur le fait de continuer à utiliser ce type d'application et de services parce que ça va lui être utile. Alors ça, c'est la partie utilisateur et entreprise. Quel est le bénéfice pour lui? Comment il fonctionne? Plutôt sur des places froides et non timées dans le temps. Dire j'arrive à 13h et que ce soit chaud à 13h. Exactement. C'est pas forcément que froid. On peut aller assez loin. Une fois qu'on est sur ce modèle-là, on peut avoir un système de préparation de commande qui est timé dans le temps pour dire, tiens, là, il y a un bœuf bourguignon, c'est plutôt sympa. Par contre, j'aime pas manger froid. En effet, je le prends à 13h15. Donc, la préparation de commande va se faire aux alentours de 13h10. Et à 13h15, le paquet est prêt à être utilisé. Ça fait partie des développements à faire. Donc derrière ça, il y a forcément des enjeux technologiques, mais ça, c'est pas moi qui en parle. Tu pourrais faire un effort quand même. Merci. Alors, pour adresser tous les enjeux qu'on a cités précédemment, il y avait un certain nombre de défis techniques à relever, en particulier sur le volet scalabilité et puis il y a pas mal de contraintes qu'on n'a pas citées jusque-là, mais qui concernent la sécurité. C'est un client qui est très sensible à la sécurité de son système d'information, d'autant plus qu'on parle quand même d'applications qui gèrent du transactionnel et du paiement. Donc l'infrastructure qu'on a conçue pour ce client repose donc déjà sur un point d'entrée à la plateforme qui peut être soit un point d'entrée Internet pour tout ce qui est applications mobiles et sites à destination des utilisateurs finaux, mais on a aussi des points d'accès privés reliés directement au réseau étendu du client, donc son WAN, avec un lien fibre qui a été monté directement vers la plateforme AWS pour permettre des connexions directes à des restaurants qui n'ont pas d'accès à Internet. Désolé, mise à jour. Voilà, ensuite, on a un certain nombre de couches applicatives. Donc, on a une couche de serveur web mis en load balancing. On a une couche de serveur d'API mis en load balancing. Et selon le canal d'utilisation de l'utilisateur, il pointe vers une des couches ou l'autre. Il y a du stockage sur S3, donc de stockage objet pour tout ce qui concerne les médias et des données de l'application. On repose sur de la base de données RDS pour la partie transactionnelle et data back-office. Donc SQS pour de la communication entre des couches applicatives et Elasticsearch pour de la consommation de services d'indexation et d'accélération de traitement. Toutes les briques applicatives ont été configurées en autoscaling, ce qui fait qu'on a des créations et des suppressions de serveurs au fil de la journée en fonction des heures d'affluence pour pouvoir adresser les pics sans faire de surprovisioning de plateforme et donc en limitant les surcoûts de gestion. Donc, autour de cette plateforme, on a mis en place un écosystème de services et d'outils qui sont principalement fournis par AWS, mais pas seulement. On intègre aussi des outils tiers pour la gestion de la plateforme. Donc, on a vu les outils clés de gestion de cette plateforme, c'est la partie autoscaling, Elastic Load Balancer et la possibilité de déployer sur des zones de disponibilité multiples. C'est ce qui va nous permettre de tenir la capacité et de tenir la disponibilité de la plateforme telle que demandée par le client. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y avait un certain nombre de contraintes de sécurité.
Et AWS nous fournit également énormément d'outils qui, en plus, pour la plupart, sont gratuits, qui nous permettent d'améliorer la sécurité du client. Donc ça concerne la gestion des certificats qui sont gérés dans le coffre-fort de certificats d'Amazon, la gestion des identités et des accès, le VPC pour tout ce qui concerne la sécurité réseau, et on a d'autre part CloudTrail et Config pour la traçabilité et la gestion de la conformité continue des configurations. Et enfin, on a un catalogue d'outils pour la gestion de l'exploitation quotidienne et la construction de la plateforme qui repose sur CloudFormation pour la description de l'intégralité de la plateforme et des interactions entre les différentes briques. Ansible pour tout ce qui va concerner les configurations applicatives. Donc c'est un outil qui nous permet d'industrialiser le déploiement des applications et de leur configuration. CloudWatch et Lambda pour la partie supervision. Et puis on a Route 53 pour la partie DNS et son automatisation. Cette infrastructure, elle est complètement réutilisable à volonté, donc on peut la déployer une fois pour avoir une plateforme de dev, une deuxième fois pour avoir une plateforme de pré-prod, une troisième fois pour avoir une plateforme de prod, une quatrième fois pour avoir un environnement temporaire de stress test ou pour un sprint de développement par exemple pour tester une fonctionnalité. Voilà. Déployer une nouvelle plateforme, ça prend une petite quinzaine de minutes. À partir de cette infrastructure-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a gagné en construisant une plateforme sur ces technologies-là ? Eh bien, premièrement, on a une plateforme qui est très hautement résiliente. On a très peu d'actions à faire sur la plateforme. On a l'autoscaling qui nous permet d'augmenter les transactions qui peuvent être traitées simultanément. On a le bénéfice des zones de disponibilité multiples qui nous réduit les risques d'incidents dus à l'infrastructure. Voilà. Et on a les fonctionnalités d'auto-healing liées à l'autoscaling qui font qu'en cas de crash d'un serveur, il est supprimé, redémarré et on n'a pas d'impact pour le service utilisateur final. Deuxièmement, un avantage financier qui est fort, on a une charge projet donc de construction de la plateforme qui a été réduite de 54% par rapport à un projet classique en data center avec des serveurs statiques. Et ça, c'est principalement lié à l'industrialisation et la reproductibilité du déploiement. On n'a pas d'OPEX sur l'infrastructure, on ne consomme que ce qu'on on ne paye que ce qu'on consomme, ce qui veut dire qu'en phase de développement de la plateforme, on a des ressources très très réduites qui font qu'on a quelques dizaines de dollars de ressources de consommation avant de passer en production. Les coûts d'opération sont réduits d'environ 47%, et ça c'est principalement lié pareil à l'industrialisation de la plateforme et c'est notre capacité à gérer une ferme qui potentiellement peut avoir 15 ou 30 machines ou peut-être plus en tant qu'un seul asset qui est le groupe d'autoscaling, et donc on a une très forte réduction des opérations à faire sur la plateforme. Voilà. Et la partie ressources, je l'ai cité tout à l'heure, mais la partie autoscaling, c'est pas seulement géré à la hausse, mais c'est surtout géré à la baisse. C'est-à-dire que ça nous permet de décommissionner une grosse partie de l'infrastructure dans les heures creuses de la journée, et donc on réduit une bonne partie des ressources à son strict minimum de 15 heures jusqu'à 10 heures le lendemain matin, quoi. Voilà, donc si on résume quelques chiffres clés, c'est une plateforme qu'aujourd'hui on a testée à 200 000 transactions par heure en termes de capacité, mais en réalité son design fait qu'elle pourrait tenir beaucoup plus puisqu'il n'y a pas vraiment de limite en termes de scalabilité. Livrer une version applicative, ça prend 5 minutes. Voilà, on a un projet qui a été mené 24 fois plus rapidement que ce qu'il aurait été en data center classique. Et le chiffre qui est intéressant, c'est qu'il nous faut 20 minutes pour recréer l'infrastructure. Depuis le moment où on décide de déclencher un redéploiement ou un déploiement d'une infrastructure parallèle, jusqu'à on est capable de se connecter et d'accéder à l'application. Voilà, du coup je crois qu'on est dans les temps pour terminer. À titre de conclusion, what next? Donc maintenant qu'on a fait ces projets-là avec le client, ça a ouvert tout un tas de perspectives en termes d'évolution. La première, c'est qu'on va avoir de l'amélioration continue et des itérations sur l'infrastructure qu'on a déployée. On peut encore optimiser des choses, on peut réduire encore le nombre de serveurs qu'on a dans la ferme. Toute la partie web pourrait être migrée en mode serverless avec l'hébergement d'un code JavaScript statique sur S3. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire pour améliorer. C'est un point de départ et petit à petit, on va travailler avec
avec l'agence pour réduire encore les coûts. Deuxième chose, ça ouvre des perspectives pour le client. Une fois qu'on a mené ce projet-là pour un des aspects de son métier qui est la partie point de vente, on va avoir d'autres potentiels axes métiers à développer, la partie gestion fournisseur, production, l'analyse business, etc., etc. Donc là, les possibilités sont larges. Il y a encore beaucoup d'axes métiers à améliorer. Et la dernière chose, c'est qu'une fois qu'on est implémenté sur AWS, on a énormément d'outils à notre disposition dont on ne mesure pas encore forcément tout le potentiel avec le client, mais qui sont disponibles. On a généré beaucoup de données avec cette application-là, on va pouvoir les traiter, faire du machine learning, faire des améliorations. On a des outils IoT à notre disposition qui vont pouvoir offrir des perspectives en termes de traçabilité produit ou des choses comme ça. On peut envisager des choses autour de l'intelligence artificielle, de la synthèse vocale, des interactions machines. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites. La plateforme est là et on a ouvert une porte importante pour faire évoluer le métier.